Alors, il existe effectivement des machines à vapeur qui fonctionnent sur le cycle de Rankine, hein, contrairement au cycle de Carnot. Et concrètement, quelles sont les non-idéalités principales que l'on retrouve? Eh bien, ces non-idéalités principales sont au nombre de 3, à la fois au niveau de la turbine, au niveau de la pompe et au niveau de la condensation. Donc au niveau de la turbine, on retrouve un fonctionnement réel qui va être concrètement non irréversible, parce qu'on a vu que l'irréversibilité dans la vraie vie, ça n'existait pas. Et donc cette irréversibilité-là induit dans le parcours de la turbine des créations d'entropie et donc une augmentation de l'entropie entre le point à l'entrée et le point 2 à la sortie de la turbine. Donc idéalement, on passe du point 1 au point 2S qui serait sur la même isentrope que le point 1 à un cas réel qui passe du point 1 au point 2. Et donc entre ces deux transformations, la transformation isentropique et la transformation réelle, on peut définir le rendement isentropique de la turbine tel qu'on l'a défini dans le cours sur le second principe qu'on a déjà vu ensemble. On retrouve exactement le même type de fonctionnement sur la pompe. Dans la pompe idéale du cycle de Rankine, on passe du point 3 au point 4S, qui est à entropie constante, mais dans la réalité, entre le point 3 et le point 4, on a des irréversibilités, et donc de la création d'entropie, et donc au lieu de se retrouver au point 4S, on se retrouve au point 4, avec donc création d'entropie dans cette transformation-là. Donc à noter qu'à la fois entre 1 et 2 et entre 3 et 4, on se retrouve dans ces transformations-là sur la même isobare finale que le point théorique 2S et 4S. Donc le point 2 est à la même pression que le point 2S et le point 4 est à la même pression que le point 4S. C'est la grandeur qui est conservée entre le point idéal et le point théorique. Et donc sur la pompe, comme sur la turbine, on peut définir un rendement isotropique pour cette pompe réelle. La troisième non-idéalité, c'est ce que l'on voit ici, la petite diminution de température ici à la sortie du condenseur. Donc dans le cycle idéal de Rankine, la condensation se termine pile en liquide saturé, ici sur la courbe de saturation. Et on voit qu'ici, sur un cycle un peu plus réel, on a un sous-refroidissement du liquide en sortie de condenseur. Et donc, pour quelle raison a-t-on ce sous-refroidissement? Eh bien, parce qu'il est assez délicat de dimensionner les condenseurs de façon parfaite et de façon idéale pour que dans tous les cas, quelle que soit la météo extérieure par exemple, on ait un liquide qui soit parfaitement saturé en sortie. Donc en général, on ajoute une petite protection à notre cycle qui va avoir pour conséquence d'augmenter un petit peu la taille du condenseur de façon à ce qu'on soit sûr qu'en sortie du condenseur, on soit parfaitement liquide, on soit sûr de ne pas se retrouver sous la courbe de saturation, mais plutôt à gauche de la courbe de saturation pour que le fluide qui pénètre dans la pompe soit bien du liquide pur et pas un mélange liquide-vapeur, de façon à ce que cette pompe soit protégée des contraintes mécaniques qu'entraînerait le fonctionnement en diphasique. Et donc du coup, plutôt que d'avoir un liquide saturé, on se retrouve en liquide sous-refroidi ici. Et ce sous-refroidissement est plus ou moins important en fonction des conditions effectives de fonctionnement à un instant donné. Alors des cycles de Rankine réels existent effectivement et fonctionnent. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter le rendement à partir de ce cycle de Rankine qui peut fonctionner, mais comment peut-on faire mieux? Eh bien, on peut revenir à la base. Et la première idée, c'est à partir d'un cycle de Rankine de définir ou d'imaginer un cycle de Carnot plus efficace. Si on part d'un cycle de Carnot plus efficace, eh bien, le rendement du cycle réel risque aussi d'être plus efficace. Et donc pour cela, pour avoir un cycle de Carnot plus efficace, eh bien, il faut fonctionner avec une température de source froide plus froide et une température de source chaude plus chaude. Donc une température de source froide plus faible et une température de source chaude plus élevée, de façon à avoir un rendement de Carnot
plus important, hein, tel qu'on l'a défini tout à l'heure. Donc si on fonctionne avec des sources chaudes, sources froides, plus froides, on va avoir théoriquement des rendements idéaux plus importants et donc physiquement, réellement, des rendements qui seront également certainement plus importants. Deuxième solution, si on a des sources chaudes et froides qui sont imposées qu'on ne peut pas modifier, eh bien, pour une quantité de travail égale, donc une quantité d'énergie utile ou de puissance utile égale, il faut essayer de diminuer la quantité de chaleur prélevée, donc la quantité QC ou Q.C nécessaire au fonctionnement du moteur. Et donc pour cela, une possibilité, c'est d'utiliser le fluide chaud de la turbine, le fluide chaud qui sort de la turbine, pour réchauffer, pré-réchauffer le fluide avant son entrée dans la chaudière, de façon à ce que la quantité d'énergie prélevée par la chaudière soit plus faible. Et donc ça c'est permis par ce qu'on appelle les cycles à soutirage. Alors si on revient sur la première méthode qu'on vient juste de voir, donc en ayant pour objectif d'augmenter le rendement du cycle de Rankine, eh bien on a vu qu'on avait la possibilité, pour augmenter le rendement du cycle de Carnot correspondant, d'augmenter la température de source chaude à partir de laquelle on fonctionne, ou de diminuer la température de source froide à partir de laquelle on fonctionne. Dans le premier cas, c'est ce qui est représenté ici sur ce diagramme TS. Donc on part du cycle de Rankine qu'on vient de voir, 1, 2, 3, 4. Et si on augmente la température de source chaude, eh bien au lieu de faire l'évaporation ici à cette température faible là, on va faire l'évaporation ici à cette température plus élevée. Donc ça a deux conséquences sur notre fonctionnement de cycle. Donc si on augmente la température de source chaude, on va augmenter la température à laquelle le changement de phase a lieu. Et si on augmente la température à laquelle le changement de phase a lieu, on a pour conséquence d'augmenter la pression à laquelle le changement de phase a lieu. Donc ça a pour conséquence d'avoir une pression plus importante dans le composant évaporateur, le composant bouilleur. Donc ça pose une première contrainte mécanique au niveau du composant échangeur, hein, puisque vous avez vu dans votre cours de mécanique des fluides, les forces qui sont exercées par un fluide en fonction de leur pression, hein, c'est une relation linéaire, et donc ce composant bouilleur va devoir être mécaniquement plus solide. L'autre conséquence qui est plus thermodynamique cette fois-ci, ça va être une augmentation légère de la consommation de la pompe correspondante, puisque au lieu de passer du point 3 au point 4, on va passer du point 3 au point 4', qui a plus haute pression que le point 4, et donc comme on a une augmentation de pression plus importante, on va consommer plus de travail au niveau de la pompe que dans le cycle de base. Néanmoins, cet inconvénient-là d'augmenter la consommation de travail de la pompe, il est relativement minime puisqu'on est sur une phase liquide. Le liquide étant ici considéré comme incompressible, eh bien, les consommations de pompe sont relativement faibles par rapport aux productions de travail au niveau des turbines qui, elles, se font principalement sous phase vapeur, hein, même si ici, dans le cycle de Rankine, on est encore en diphasique, mais on est en diphasique qui contient principalement de la vapeur. Donc ici, ce raisonnement se fait donc avec augmentation de la température avec augmentation de la température de la source chaude et conservation de la température de la source froide, ce qui implique une pression identique au niveau du condenseur. L'autre démarche possible, ça va être de travailler justement sur cette source froide, et cette fois-ci, pour augmenter les rendements du cycle de Rankine, eh bien, on va chercher à diminuer la température de source froide. Alors concrètement, on retourne du cycle 1, 2, 3, 4, sur le cycle 1, 2, 3, 4 qu'on avait vu, et si on diminue la température de source froide, eh bien on diminue la température à laquelle la condensation a lieu. Donc au lieu de faire la condensation entre 2 et 3, on va faire la condensation entre le point 2 secondes et le point 3 secondes ici, et donc cette température étant plus faible, la pression correspondante est également plus faible. Donc ça peut avoir des contraintes, ça peut avoir des limites. Si la pression à laquelle on aboutit finalement est plus faible que la pression atmosphérique, hein. On a déjà vu dans ce cours que c'était très difficile de faire fonctionner des cycles sous vide, hein, puisque lorsqu'on travaille sous vide, on va
très difficilement maîtriser les fuites, enfin plus difficilement maîtriser les fuites que lorsqu'on est à pression supérieure à la pression atmosphérique. Et donc ça pose un certain nombre de contraintes mécaniques encore sur ces composants, cette fois-ci au niveau du composant condenseur. Donc le fait de diminuer la pression au niveau du condenseur, ça va induire des contraintes mécaniques et technologiques au niveau de ce composant, mais aussi des contraintes ici au niveau de la turbine et au niveau de la pompe, qui fonctionnera également potentiellement à des pressions inférieures à la pression atmosphérique. L'inconvénient commun que l'on a sur ces deux techniques, ou ces deux possibilités d'augmenter le rendement du cycle, qui est d'augmenter la température de source chaude et de diminuer la température de source froide, va être mise en évidence au niveau du point 2, puisque dans les deux cas, pour les deux modifications du cycle, on va passer du point 2 au point 2' ou du point 2 au point 2 secondes. Et dans les deux cas, on a un point final, un point 2' ou un point 2 secondes, qui va être plus loin que le point 2 initial de la courbe de vapeur saturée. Chaque fois, on s'éloigne de la courbe de vapeur saturée en passant de 2 à 2' ou en passant de 2 à 2 secondes. Et qu'est-ce que ça signifie qu'on s'éloigne de la courbe de vapeur saturée? Ça signifie que le titre en vapeur va diminuer dans les deux cas à la sortie de la turbine. Et si le titre en vapeur diminue, ça veut dire que le mélange est plus riche en liquide qu'au point 2 qu'on avait précédemment. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans la turbine, on va fonctionner encore plus en diphasique qu'avant, c'est-à-dire avec un mélange encore plus riche en gouttes de liquide que celle que l'on avait lors de la transformation 1-2. Et cela pose des contraintes mécaniques, des problèmes potentiels au niveau des pales de la turbine, qui sont potentiellement à éviter. Donc on va voir juste après un cycle qui va permettre de résoudre cette difficulté mécanique-là. Néanmoins, donc ces possibilités-là d'augmenter la température de source chaude, diminuer la température de source froide, permettent théoriquement d'augmenter à la fois le rendement du cycle de Carnot correspondant et le rendement du cycle réel de Rankine pour produire du travail. Donc à ce niveau du cours, on va revenir sur l'application qu'on a vue précédemment et la traiter un petit peu différemment dans deux cas, en ayant deux valeurs de température en sortie d'évaporateur. Donc le premier cas, c'est celui qu'on a traité dans l'application 1, et dans le deuxième cas, on vous demande de traiter la même chose, mais avec cette fois-ci une température plus importante ici, au point 1, au point d'entrée de la turbine.